Mais ce que je disais dans ces premières capsules, hein, et en introduction, c'est la complexité en fait, de la narration. Ça me renvoie toujours à Paul Ricoeur, hein, sur l'identité narrative. Hein, enfin, tu existes parce que tu as encore la chance de te narrer et te remettre en cohérence une fois encore, ou tu remets à l'âge que tu as une cohérence sur tout un parcours qui, en général, quand on réfléchit bien, est moins grande qu'on ne le croit. En tout cas, pour moi, la cohérence est moins grande qu'on ne le croit. Je pense que ça a été des rencontres, des évolutions personnelles, mais des évolutions des gens que j'avais autour de moi, des rencontres que tu fais qui sont parfois recherchées. C'est jamais par hasard qu'on fait une rencontre, mais aussi un peu de hasard. Et c'est ça qui fait. Alors la mise en cohérence, tu l'as fait a posteriori, mais quand on réfléchit bien, elle est compliquée. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je veux quand même bien garder. Cette cohérence, elle donne des mots sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais on ne la vit pas comme ça, on vit sa vie dans une sorte d'évidence, d'une singularité qui s'écoule, je pense. Mais un mot, hein, avant d'aller plus loin, c'est que mon univers a été un univers à la fois marqué par ces années en fait, dans ce collège à Notre-Dame de Bonne-Espérance, qui est une abbaye prémontrée. Et donc je vivais, il faut dire, c'était vraiment dans un univers religieux, c'était un univers monastique. Et donc ma vie j'étais habitué au silence. C'est-à-dire que pendant des années, une bonne partie, surtout en hiver, nous prenions des manteaux et nous étions invités à tourner. Donc les 250 personnes du collège, c'est rien du tout un collège de 250 personnes, mais nous tournions en silence ou en tout cas en parlant à voix basse. On était dans les petits groupes et nous tournions autour du cloître en fait. Ça c'était nos récréations, pour vous donner une idée de ce que c'était. Donc c'était un monde qui sans aucun doute a disparu. Je rentre là en 67, avant mai 68. Et donc mai 68, en tout cas moi, je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que je découvre ça beaucoup plus tard. Et mon autre influence, ça a été l'influence écologiste par mes études d'agro et par ces rencontres opportunes de quelques leaders que je vais rencontrer, parce que ce monde était très compté, il n'y avait pas grand monde, donc on rencontrait relativement les leaders. Et c'est dans cette ambiance-là que je vais, en 1980, proposer à Danielle, que je viens de rencontrer, elle a 17 ans, et je lui propose de faire un premier voyage. Pas facile. Elle a fait une première année d'études en sociologie à l'ULB, qu'elle réussit vraiment sans aucun problème. Et si je raconte ça, c'est que ça a été difficile à la fois pour elle d'écouter en fait ce que je lui propose. Et si nous partions pour découvrir le monde qu'on ne connaît pas encore, si on veut. Hein. Et elle me dit OK. Elle me dit OK, j'arrête mes études aux grandes dames de son père qui la voyait sans aucun doute un avenir brillant, sans aucun doute. Et donc lui, c'est quasiment un choc en fait. Hein. Et je lui propose de partir au Népal. Alors pourquoi le Népal? Parce que je fais de l'alpinisme, donc c'est tous les sommets de 8000. Je suis obnubilé par l'alpinisme, par ces grands héros. Parce que tout mon temps libre l'été, c'est à la fois Chamonix ou c'est Loisan. Et j'ai tout un groupe de copains où je me tape avec eux les grandes parois classiques de l'alpinisme sans guide à l'époque. Donc c'est vraiment très exigeant. Enfin, c'est un enjeu physique et mental costaud hein, de pratiquer en fait, ce sport comme on le faisait à l'époque. Et donc pour moi, c'était quasiment une logique naturelle d'aller voir ces grands lieux des héros des lectures de mon enfance, qui étaient ces grands héros des découvreurs, des grands itinéraires de l'Himalaya, en fait, donc des 8000. Et finalement, nous partons, on attend la fin de la mousson, il est octobre, on est en 80, et j'entends parler du Népal où les premières vallées sont autorisées à des étrangers. Donc la vallée de la Kali Gandaki qui mène
à l'Annapurna, c'est juste à côté du Dhaulagiri et du Manaslu, vient d'être ouverte. Depuis quelques temps, quelques mois, une partie de mes vallées est ouverte. Et j'entends ça, je ne sais plus sur quelle radio. Et je dis à Daniel, écoute, c'est vraiment incroyable, c'est une chance de pouvoir sans doute partir dans ces vallées et voir le fameux itinéraire dont cette première expédition, c'était des Français, Maurice Herzog, ont réussi à gravir en fait l'Annapurna par cette face-là, mais ce lieu n'était pas autorisé aux étrangers, il fallait vraiment... Et donc je lui propose, et on arrive à New Delhi, puis Katmandou, c'est la découverte aussi d'un univers dont nous n'avions pas idée, ni Daniel ni moi. En fait, on découvre le monde, en fait. Donc on découvre ces mégalopoles. Donc à côté de ça, c'est quand même des chocs, si on veut, enfin des chocs ou des ouvertures de notre esprit qui se passent. On arrive à Katmandou, c'est absolument merveilleux. On découvre une ville encore 80, il y a 40 ans d'ici. Hein. C'est quand même une ville qui est encore très tournée sur son roi, sur les rituels religieux, bouddhistes, hindouistes. Et nous passons pas mal de temps à essayer de suivre, de comprendre, etc. Et puis progressivement, je commence à comprendre comment je pourrais avoir l'autorisation pour aller dans ces vallées. Ça prend quand même un bout de temps, c'est pas si simple que cela. Et on obtient des autorisations, enfin je passe les détails, hein, et puis on se lance dans une, on parlerait d'un trekking aujourd'hui, en fait, dans une longue marche à pied, sans carte, sans savoir très bien où on va, et on part pour, je ne sais plus combien, 300 km, un bon mois, un mois et demi à pied en fait. Daniel et moi avec un sac à dos. J'ai l'expérience de la montagne, donc je cumule quasiment à l'époque une petite dizaine d'années d'avoir arpenté les sentiers et les itinéraires alpins les plus connus, donc je ne peux pas dire que je ne suis pas ignorant d'un sens du chemin et de la montagne. Mais en même temps, c'est une découverte, je crois pour moi essentiellement, des systèmes agraires. C'est-à-dire que mes yeux sont habitués comme agro à repérer en fait. Et donc ce qui est fabuleux, c'est qu'on démarre, je ne me rappelle plus, mais 800 mètres d'altitude, c'est la jungle, c'est le terrail, et on remonte petit à petit jusqu'à quasiment 5-6 000 mètres d'altitude, jour après jour. Et donc on voit, je dirais, défiler devant nous l'histoire des systèmes agraires jour après jour. Et pour moi, ça c'est une découverte majeure en fait. C'est-à-dire pour moi, chaque jour, tout repasse dans ma tête en fait. La manière dont les gens doivent s'organiser pour cultiver comme ça, l'eau qu'ils irriguent, d'où vient la fumure, etc., les semences. Et puis ces gens qui sont curieux en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, quasiment très très peu d'étrangers sont passés par là. Et donc à chaque fois, c'est pas du tout comme on entend parler maintenant. Il n'y a pas de route, les chemins, il faut chercher. Les gens nous accueillent vraiment dans les villages, nous demandent de loger chez eux en fait. On ne parle pas le népali, mais j'ai trouvé un petit bouquin de 400 mots que j'apprends tous les jours en marchant plus ou moins. Et Daniel aussi, qui est beaucoup plus doué que moi en langue, donc l'anglais ne fonctionne plus. Hein, et on se débrouille. Et on avance progressivement dans ce chemin qui est vraiment pour nous un chemin initiatique pour Daniel et moi. C'est aussi une rencontre entre nous en fait. Nous étions un tout jeune couple. Donc c'était une découverte entre nous en plus, si on veut. Hein. Dans un voyage physiquement éprouvant, on mange peu, on a faim jour après jour parce que les gens n'ont pas grand-chose en fait. Et assez loin, je pense à peu près, je ne sais plus, un mois de marche plus loin, on va rencontrer quelqu'un qui va devenir un ami en fait. Il nous paraissait plutôt un Pakistanais en fait. On est déjà dans des villages d'altitude, on est à plus de 4000 mètres, 5000 mètres peut-être. Un village qui était construit suite à l'invasion, en fait, comment on appelle ça, de cette zone de la Chine, j'ai oublié le nom, en fait, du Tibet, pardon, et des Tibétains se sont réfugiés dans ces vallées-là. La vallée est ouverte vers le Tibet, en fait, donc si on continue encore 10 jours de marche, on arrivait au Tibet, en fait, en passant par un col. Et donc c'est un village de Tibétains. Et un village splendide, en pierre, avec plusieurs étages, avec les animaux au rez-de-chaussée, les récoltes au-dessus, les gens qui habitent au milieu, enfin une merveille pure. Et on reste là plusieurs jours. Il neige, il fait très froid en fait à ce moment-là. Et donc on est équipé, parce que j'avais ce qu'il fallait, mais quand même, le chemin devient très, très hasardeux. En fait, on ne sait pas très bien si on peut continuer ou pas. Et on rencontre un type qui est là au fond, nos yeux ne voient pas parce qu'il y a de la fumée, on ne voit pas très bien. Et après plusieurs heures avec cette famille qui nous fait à manger,
on se rend compte que ce n'est pas comme on pensait, quelqu'un du coin, ou comment on appelle ça, un musulman qui faisait du commerce. Moi, je pensais que c'était un commerçant, en fait, un colporteur. Pas du tout. Il nous adresse la parole d'abord en anglais, puis en français, dans un français impeccable, en fait. Et en fait, c'est un Italien, Luciano Fantoni, qui va devenir un grand ami. On l'a revu il y a 4 jours, après quasiment 40 ans. En fait, on est resté liés. C'est un ingénieur spécialisé dans des problèmes très très pointus. En fait, il travaillait en Arabie Saoudite à l'époque, et il a eu un grand drame amoureux, et il était parti pour oublier, marcher dans le Népal, pour oublier en fait un problème de vie gravissime. Et à l'époque, il était malade, il avait des problèmes, ses pieds s'étaient infectés, il pouvait presque plus avancer, et il n'avait pas de médicaments. Ce que nous avions, on avait un minimum en fait, de médicaments. Et donc on va rester avec lui. On va réfléchir ensemble à ce qu'on a comme médicament, comment on doit faire pour essayer de traiter son problème. Et on va rester ensemble, en fait. On va continuer ce chemin à 3. On a rencontré d'autres personnes sur le chemin, mais on les a perdus. Et on va continuer, en fait, ce chemin ensemble. Et Luciano a 10 ans plus que nous, et ça compte. Et je pense que sur le chemin, la marche, vous savez, 10 heures par jour, dans des situations de neige, de froid, de situations quand même, je crois, qui étaient un peu hasardeuses, permet de rentrer dans des dialogues très profonds. Il avait déjà une expérience du monde supérieure à nous, il avait voyagé, il avait une expérience du monde beaucoup plus grande que nous, et ça va devenir un peu comme un grand frère, en fait, qui va nous, on peut dire, suggérer des conseils. On se retrouve après on se perd un peu sur le chemin, on se retrouve quelques semaines après à Katmandou, et Katmandou à l'époque, c'est le monde des hippies qui n'est pas encore terminé, donc ça fume le hache à tour de bras. Enfin, il faut que vous imaginer ce que c'était, quoi. C'est le monde, c'est l'après mai 68 que je n'ai pas connu. Et donc je vais vivre, on pourrait dire, mai 68 à distance, à quelques années de distance, si vous voulez, parce que je ne l'avais pas connu, en fait. Mais c'est le monde hippie, et là on rencontre, en fait, ces jeunes venant de la planète, en fait, plutôt occidentaux, mais pas uniquement. Il y a des Indiens, il y a des Australiens, il y a des gens qui viennent d'un peu partout du monde, hein, qui se retrouvent là-bas et qui vivent une utopie, en fait. L'utopie des ashrams en Inde, l'utopie d'une vie alternative radicale, à la fois écologiste, religieuse, planante. Hein, enfin, vous imaginez, oui, vous imaginez ce que ça peut être. Et donc on vit un moment avec eux, avec là-bas, et on se forme, enfin sans vouloir se former, mais une influence nouvelle en fait arrive, si vous voulez. Et à cette fin de voyage, je crois progressivement, on prend la décision de rentrer avec un choix qu'on a fait. Et je crois que tout ce moment est un moment de décantation inédit. Par ailleurs, j'étais apaisé, j'avais vu les 8000, j'avais vu ces parois incroyables, j'avais repéré avec des jumelles les grands itinéraires de mes grands héros que j'avais pu voir, que j'ai vus à gauche et à droite, que j'avais lus, si vous voulez. Et donc je reviens relativement guéri quelque part de ce désir d'exister par des conquêtes alpinistiques, héroïques. Et je crois que je commence tout doucement à basculer de l'autre côté de cela. Parce que c'était quand même un monde où il fallait être au top au niveau physique, hein, si on veut, pour résister à ça. Et on prend la décision, enfin on ne prend pas vraiment la décision, c'est-à-dire qu'on réfléchit, Daniel et moi, à la manière dont on pourrait vivre en fait les années qui viennent. J'ai un grand désir, nous avons je crois tous les deux un désir de connaître le monde à l'époque, après ce premier voyage. J'avais été un tout petit peu en Amérique du Sud, je viens de raconter. Ma mère est toujours de plus en plus engagée, donc notre maison ne désemplit pas en fait de militants réfugiés surtout du Chili à l'époque ou de la Bolivie, voire de la dictature du Brésil qui débarquent à la maison. Et donc on a un peu ces gens-là. Et ma mère, grâce à ses contacts, connaît François Houtart, qui est un prof de sociologie qui est à Louvain. Un prof très engagé, hein, il était considéré comme le marxiste de la faculté, si on veut. Et elle l'interpelle en disant, écoute, j'ai mes enfants qui voudraient, et donc elle explique un peu ce qu'on a fait, qui voudraient
s'engager auprès en tout cas de luttes ou de pays du tiers-monde, et il voudrait connaître en fait. Et François nous reçoit, Daniel et moi, elle a 17-18 ans, je ne sais pas si vous imaginez, je suis agro, j'ai 23, 24 ans, je ne connais rien du tout au monde de François Houtard, mais avec son amabilité qu'il caractérise, il nous écoute un peu, et je vous assure, il met sur un bout de papier un nom et une adresse à Lisbonne. Et il dit, allez au Portugal, prenez contact avec ces gens-là, ils pourront vous aider. Il nous avait écouté, évidemment, il avait un peu écouté. Et donc finalement, après beaucoup d'hésitations, ne sachant pas ce qui allait nous arriver, on part en stop de la Louvière, de la ville où nous habitions en fait. Et nous partons en stop et on arrête un camion, on va jusque Gare au Nord à Paris, je me rappelle, et puis on trouve à Gare au Nord un camion, c'est le chauffeur qui nous avait dit allez là, vous allez trouver un camion, et on trouve un camion qui nous amène, Daniel et moi, directement, c'est un Portugais, qui nous amène 2000 km avec lui, un type assez remarquable, on parle, et il nous amène au centre du pays. Et là, nous avions une adresse, en fait, d'un migrant portugais que j'avais connu à La Joque. J'avais connu le fils, et le père était rentré, en fait. Et nous allons rester quelques mois, en fait, à travailler avec lui, lui donner un coup de main. Il avait une petite ferme qu'il avait recréée, à son, j'allais dire émérita, mais lorsqu'il était à la pension, c'était un ouvrier dans les mines en fait. Et on vit avec eux dans ce village très paumé en fait du Portugal, et on découvre l'incroyable, je veux dire, inégalité. Ce type qui avait vécu dans les mines ici en Belgique est rentré avec un peu d'argent et est devenu le patron du village. Il a littéralement employé, il était absolument, comment on pourrait dire ça, odieux avec les villageois qu'il embauchait, voire plus, je veux dire. C'était un type qui draguait de manière honteuse les jeunes femmes et tout. Et on va vivre 2-3 mois où petit à petit on met des mots plus complexes en fait. C'est-à-dire la critique, on commence déjà à critiquer ce qu'on avait écouté, etc. Et on arrive finalement dans la ville de Lisbonne, qui était notre but, parce qu'on fouille le village. On fouille la nuit le village, parce que ça devient dangereux pour nous, parce qu'on le critique. Et donc on fouille, Daniel et moi, à pied la nuit. On trouve finalement le matin un bus, et on arrive à Lisbonne, 300-400 km de là. Et on cherche à se loger, et comme j'avais été permanent de la jeunesse ouvrière chrétienne, je frappe dans les quartiers historiques de Lisbonne. C'était dans l'Alfama, près du château, absolument époustouflant, mais à l'époque c'était pas du tout comme maintenant la zone du tourisme, c'était vraiment la zone la plus populaire de Lisbonne. Et la Joque a son bâtiment, là-bas un bâtiment splendide et historique, ça me rappelait un peu ma jeunesse dans ce monastère. Et il nous dit, mais non, venez, vous pouvez avoir... Et on va rester, je crois, à peu près 6 mois, en fait, à loger avec eux. On va les aider, bien entendu, pour dédommager de la nourriture, parce qu'on mange avec eux. L'équipe de permanents vivent ensemble. Et on va les aider, on va animer des groupes à Lisbonne, on va apprendre la langue, hein, ça va nous prendre au moins 3-4 mois, on va apprendre la langue, et puis on va réussir progressivement à entrer en contact avec le papier et l'adresse que nous avait donné François Houtard en fait. Et François nous avait donné l'adresse d'un groupe dont le leader à ce moment-là, le président de l'université Nova de Lisbonne, c'était un intellectuel. C'est un homme qui était en relation avec les pays qui venaient juste de se libérer de la colonisation portugaise, donc avec l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Donc il avait des relations étroites, il avait eu comment on appelle ça, des contacts énormes avec les réfugiés qui partaient d'Amérique du Sud et du Brésil. Il va nous écouter, il ne va pas donner d'avis sur rien pendant plusieurs temps. Plusieurs semaines, plusieurs mois, mais on le voit de temps en temps, il nous laisse toujours un peu un contact, si on veut. Il nous teste, je pense. Il voit qu'on apprend la langue, qu'on a une analyse des situations dans lesquelles on se trouve, et un jour, il nous donne un rendez-vous, en fait. Il nous donne une adresse, dans un quartier qu'on ne connaissait pas de Lisbonne, près de la fondation Gulbenkian, et on rencontre un homme qui était là, qui était au bar, qui lisait un journal. Et finalement, c'est lui qui vient, il n'y a rien, et il vient nous voir. Il vient nous voir, et puis il nous donne quelques mots rapides.
et on comprend que c'est un contact de, comment on appelle ça, de la personne qu'on avait contactée. C'est en fait un Portugais qui a vécu la chute de Salazar. Donc c'était un militant de la lutte politique qui s'était réfugié au Chili, qui était arrivé avec un bateau avec des troupes armées pour libérer en fait et c'était un leader politique en fait, un intellectuel, leader, et il recrutait pour le Mozambique pour la révolution de Samora Machel. Et en fait on ne se rend pas compte, il nous écoute un peu, et puis il nous montre un papier en disant signez, c'est votre contrat pour partir au Mozambique. Et puis il nous fait comprendre en fait qu'il doit partir très vite. Et après on va comprendre qu'il est clandestin et qu'il n'a pas droit de séjour à Lisbonne. Mais ça on pige absolument pas. Donc on signe notre contrat comme ça dans une pâtisserie. Daniel a raconté ça dans un roman en fait où elle refait état de cela. Et puis nous restons encore un bon mois en fait en attendant. On croit que ça n'a pas marché, mais on a quelques contacts toujours avec ce groupe un peu, qui nous dit ne vous inquiétez pas. Et puis un jour on est contacté parce qu'on a en poste restante à Lisbonne les billets d'avion pour Maputo qui nous sont arrivés. Bon, puis Daniel et moi, on parle portugais à l'époque, hein, on se débrouille, on a un niveau correct de portugais, surtout qu'ils nous ont donné un peu de sous pour vivre. Sitôt qu'on a signé notre contrat, on a eu de l'argent, une enveloppe avec de l'argent pour vous donner une idée, et on a un peu de sous, enfin, ils nous ont aidés à suivre des cours en fait. Donc on a appris le portugais de manière un peu plus élaborée au niveau de la grammaire. On prend l'avion et on arrive à Maputo. C'est la première fois que nous mettons les pieds en Afrique. Et ça va être une découverte absolument incroyable. Arrivé à l'aéroport de Maputo, la porte s'ouvre et on se rend compte que là on n'est plus dans le monde qu'on a entrevu en fait, à la fois en Asie ou en Amérique du Sud. C'est une sorte de chaos en fait qui s'ouvre à nous, et la chaleur, l'humidité, ce chaos, ce brouhaha, j'ai comme eu un sentiment que je rentrais dans un autre monde, mais qu'à la fois j'ai eu les deux en même temps, une attirance énorme en fait qui s'est, comment on appelle ça, qui s'est développée, mais en même temps un monde dont on ne connaissait absolument rien. Donc on arrive dans une ville où on ne connaissait rien de l'histoire en fait du Mozambique. On arrive dans une révolution. En fait, Samora Machel est au pouvoir. On était quelques années après la chute du régime de Salazar, et on était quoi, 4-5 ans, 5-6 ans après l'avènement de la République du Mozambique, et c'est Samora Machel et son équipe en fait qui ont pris le pouvoir en fait. Dans une révolution donc on ne connaît rien grand-chose, on arrive et on se rend compte que la révolution est aux abois assez vite, que les soviétiques ont dépêché un bateau hôpital dans l'estuaire du rio Limpopo, que les attentats sont permanents. Donc on arrive dans un moment difficile en fait, quasiment d'une psychose en fait qui est présente.